Ces maisons ravagées par le feu et la haine, à la limite entre l'enclave musulmane et les quartiers chrétiens, sont une cicatrice sur le visage de la ville de Boda. Une blessure qui rappelle encore qu'en 2014, deux communautés qui vivaient ensemble depuis des générations, les chrétiens et les musulmans, se sont affrontés dans le contexte de la guerre entre groupes armés en République centrafricaine. Personne ne sait combien d'habitants de Boda ont pleuré la mort d'un proche dans les affrontements. Personne ne sait combien d'entre eux ont tout perdu. Plus de 30 000 chrétiens se sont réfugiés dans des camps de déplacés, hantés par la peur des musulmans. De leur côté, les musulmans se sont vus confinés dans les quartiers islamiques, harcelés par les anti-Balaka, une milice à majorité chrétienne. Dans le conflit qui a secoué cette ville, il y a des victimes qui gardent le silence. Elles souffrent d'une blessure invisible qu'il faut cacher au risque d'être rejetées par la communauté ou bien de souffrir des représailles de leurs agresseurs qui ont profité de l'impunité qui a régné en Centrafrique. Ces victimes ont subi un viol, un mariage précoce ou bien d'autres abus sexuels ou physiques. Il s'agit des survivants de ce fléau, la violence basée sur le genre, à Boda. Deux organisations humanitaires, Welthungerhilfe et Coopération Internationale, COPI, essayent depuis avril 2015 de briser le silence et la marginalisation de ces victimes à travers un projet de soutien psychosocial à leur profit. Le psychologue Lucien Amani est le chef de ce projet. Bon, ici nous sommes à Boda, dans la sous-préfecture de la Lobaye. C'est une zone qui a connu des conflits armés intercommunautaires. Il s'agit d'une communauté chrétienne qui est majoritaire ici. Et de l'autre côté, il s'agit d'une communauté musulmane qui est minoritaire. Et comme vous le voyez, ce conflit a entraîné la destruction des maisons, les déplacements des populations dans les sites de déplacés. Il s'agit de la communauté chrétienne. Il y a aussi la communauté musulmane qui s'est repliée sur ce qu'on appelle l'enclave ici. Donc c'est un endroit où les gens ne peuvent pas facilement sortir. Suite à cela, Welthungerhilfe, avec COPI, avait décidé d'implémenter un projet d'assistance aux survivants des violences basées sur les genres ici à Boda. Ce projet a pour objectif d'apporter le soutien psychosocial aux personnes qui avaient été touchées par ces conflits armés. Depuis le début de notre intervention ici à Boda, nous avons déjà enregistré plus de 200 cas de survivants de violences sexuelles. Parmi ces survivants, les cas les plus enregistrés sur nos sites, sur nos carrefours d'écoute, c'est beaucoup plus les cas de viols, de violences sexuelles, des survivants de violences sexuelles qui ont été rejetés par leur communauté pour avoir été violés. Et c'est là, qu'est-ce que nous faisons dans nos centres d'écoute? Nous leur apportons des soutiens psychosociaux à travers les séances de prise en charge psychosociale. Les récits de ces personnes, majoritairement des femmes et des filles, dressent un portrait épouvantable de ce qui s'est passé à Boda en 2014. Des récits comme celui d'Adama, 20 ans. Mon père m'a mariée à son frère âgé de 57 ans quand j'avais 17 ans. J'ai eu une fille avec mon oncle et après, pendant la crise, il nous a quittés et on est resté seuls et sans ressources. J'ai dû commencer à vendre des légumes dans la rue pour survivre. Un jour, tandis que je vendais ma marchandise, un homme m'a attrapé et m'a violée. Peu de temps après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il y a une semaine, toujours quand j'étais en train de vendre mes légumes, un groupe de 4 hommes m'a entraîné dans une maison pour me violer à tour de rôle, tout en menaçant de me tuer si je racontais ce qui venait de se passer. J'ai eu très peur. Ensuite, mes amis m'ont amené à l'hôpital parce que je ne pouvais pas marcher. Adama est restée 5 jours à l'hôpital, mais elle n'a rien dit sur son viol au médecin. C'est pourquoi elle n'avait pas encore eu accès à un dépistage VIH. Le jour de cette interview, cette jeune femme venait de quitter le centre hospitalier. Elle a tout de suite été insérée dans un groupe de soutien inscrit à un des 5 centres d'écoute du projet de WHH et COPI. Ces groupes se réunissent une fois par semaine
pour célébrer une séance de soutien collectif animée par un agent psychosocial qui leur propose des stratégies destinées à retrouver l'envie de vivre. Ces rencontres, adaptées aux cultures africaines qui accordent une importance vitale au soutien communautaire, servent à faire comprendre aux victimes qu'ils ne sont pas seuls, à les aider à assimiler la terrible expérience vécue et surtout à leur redonner espoir. En faisant l'écoute, les survivants qu'on a accueillis dans nos centres ont beaucoup plus de conséquences. Les troubles qu'on reçoit chez les survivants, l'isolement, l'envie de se suicider, il y a perte d'appétit, perte de poids, il y a l'hallucination. Et il y a beaucoup d'autres conséquences psychologiques qu'on reçoit chez les survivants. Et si on reçoit des cas comme ça, on les intègre dans le groupe comme on vient de participer. Ce groupe permet à ces bénéficiaires de se rétablir. Et l'intervention de Koupi, WHH dans ce domaine, c'est d'aider les survivants à recommencer leur vie. Et si nous avons commencé les activités avec les survivants, il y a dans notre programme les activités ergothérapeutiques, les activités occupationnelles qui permettent à ces bénéficiaires de se regrouper et de travailler ensemble pour qu'ils puissent s'en sortir dans leurs difficultés. Donc ces activités que nous menons ici aident beaucoup plus les bénéficiaires puisqu'ils viennent nous témoigner que depuis qu'ils commencent à venir dans notre centre, ils commencent déjà à recommencer leur vie initiale et ça les soulage. Puisque avant ils étaient isolés, ils n'avaient pas l'envie de vivre, ils étaient désespérés. Une de ces filles submergées par la douleur s'appelle Merveille, 25 ans, qui désigne son attaque par cela sans oser prononcer le mot viol. Quand cela m'est arrivé, les anti-Balaka étaient déjà entrés dans la ville de Boda. Comme j'étais à moitié musulmane, ils se sont pris à moi. Je suis orpheline et j'avais grandi dans la famille de ma mère des chrétiens. Je gagnais ma vie en vendant du café au bord de la route. Un jour, les Balaka ont commandé du café et ensuite ils ne m'ont pas payé. Quand je leur ai demandé de régler l'addition, ils ont commencé à me bousculer en me disant « Tu es musulmane ». Après, ils m'ont obligé à les suivre dans une maison où ils m'ont agressé. Je ne pouvais pas supporter de rester à Boda après ce qui m'était arrivé et je suis partie pour Bangui. Là-bas, j'ai appris que ma sœur avait elle aussi été violée et mise enceinte. Le souvenir de cette expérience fait monter les larmes aux yeux de cette fille qui a caché son viol, toujours par peur du rejet de la communauté. Depuis, elle est toujours souffrante. Des maux de tête, de ventre et surtout une peur qui ne la quitte jamais. Les mêmes symptômes dont souffre sa sœur, elle aussi violée en 2014, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Pendant les événements en janvier 2014, j'avais essayé de fuir dans la brousse, mais je suis tombée sur un groupe de 5 anti-Balaka qui ont menacé de me tuer si je n'acceptais pas de coucher avec tous les 5. J'ai pensé qu'il allait me tuer, alors j'ai accepté. Quelques mois après, quand je suis sortie de la brousse, un autre homme m'a aussi violée et m'a mise enceinte. Charlotte ne le dit pas, mais le viol collectif dont elle a souffert s'est répété plusieurs fois, à chaque fois qu'elle croisait par hasard ses agresseurs. Aucune des deux sœurs n'avait eu accès à des soins médicaux. Comme tous les bénéficiaires de ce projet de soutien aux victimes de la violence, les deux filles ont été référées par COPI et WHH à une structure de santé. Aujourd'hui, Valérie, agent psychosocial, et Marie-Ange, superviseuse, ont donné rendez-vous aux deux sœurs pour les accompagner dans un centre de santé situé dans l'enclave musulmane, loin de leur quartier, où elles seront soumises à un bilan médical complet et au dépistage VIH confidentiel. La peur que l'agression soit découverte, la méconnaissance du besoin de recevoir des soins médicaux après un abus sexuel empêche souvent les victimes de recevoir le kit PEP, un cocktail de médicaments qui évite beaucoup de fois la contagion du VIH et aussi les grossesses non désirées. Ce kit doit être administré dans les 72 heures qui suivent l'attaque. Ursula, une bénéficiaire de 40 ans, ne s'est pas rendue non plus à un centre de santé après son viol.
Quand Copy l'a référée à l'hôpital, le résultat a été accablant. Elle était séropositive. Elle explique comment elle devra garder sous secret sa condition médicale si elle ne veut pas être marginalisée. Même ses parents et son fils ignorent qu'elle est malade et qu'elle prend des antirétroviraux en cachette. Les maladies sexuellement transmissibles, la dépression et les grossesses non désirées ne sont pas les seules conséquences de ce type de violence. Parmi les bénéficiaires du projet de Copy, il y a des cas comme celui de Nina, attaquée à la machette pendant la crise, qui est restée handicapée des 2 bras. On trouve aussi des histoires comme celle de Husseina, une fille mariée de force à 12 ans avec un vieillard, battue par son mari qui lui refuse même la nourriture pour elle et ses 3 enfants. D'autres récits montrent une variété affreuse de séquelles subies par ces personnes innocentes dont le malheur a été de se retrouver au milieu d'un conflit brutal. Saint-Tiche, une fille de 22 ans, était enceinte quand elle a été violée et passée à tabac par un groupe de miliciens qui ont aussi agressé sexuellement sa mère et sa tante. Elle a perdu son bébé. Comme il arrive souvent, ces victimes étaient déjà parmi les plus vulnérables avant la crise, dans un pays où 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est pourquoi le projet de Copy et WHH inclut un volet d'alphabétisation et de réinsertion socio-économique. En leur apprenant à lire, à écrire, et ensuite un métier, couture, fabrication de savon, agriculture, entre autres, on offre à ces personnes un horizon d'autonomie professionnelle, personnelle et de guérison psychologique. Dans les différents groupes de soutien, pendant les séances collectives, les victimes chantent et rigolent. Elles prient et elles font des blagues, mais comme rappelle le chef de ce projet, la douleur et les blessures sont toujours là, invisibles. WHH et Copy essayent de donner à ces personnes les outils pour qu'elles récupèrent le sens de la dignité qu'on leur avait arraché, en formulant le vœu que les nouvelles générations ne devront jamais faire face à un cauchemar pareil.